Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup parce que cette occasion me permet de présenter l'état d'avancement de ma recherche et de mes travaux. Et je vous demande pardon si éventuellement je vais créer, sans faire esprit des néologismes particuliers, parce que je suis italienne, donc ça peut arriver que je vais créer des mots qui ne sont pas, dirais-je, compréhensibles en français, mais vous m'excuserez. Depuis des années, mon domaine de recherche et d'enseignement est consacré à la créativité des enfants, en rapport aux nouvelles technologies. J'introduis ces technologies numériques d'abord en Italie, dans les écoles primaires, en développant des projets de pédagogie musicale avec l'équipe du Centre de recherche et de production Centro Temporale di Firenze, fondé et dirigé par Luciano Berio. Ensuite, j'ai créé un projet de découverte, d'écoute et de création sonore nommé Je crée donc je joue, qui a vu différentes déclinaisons en France, en Chine et très récemment en Cambodge. Depuis 2007, j'ai développé cette activité à Montbéliard, au conservatoire, au milieu scolaire, donc école primaire et collège, et avec des enfants instrumentistes du premier et deuxième cycle. J'enseigne aussi la composition au master en musique pédagogie au Conservatoire supérieur de la Suisse italienne. Dans ces contextes, j'enseigne à composer des pièces acoustiques. Donc mes étudiants sont des étudiants qui apprennent à élaborer des pièces, transcrire des pièces pour différents groupes instrumentaux, etc. L'activité de création numérique donne une extrême liberté de programmation et personnellement une extrême liberté d'expression. J'adore ce travail, mais c'est une pédagogie en train de se faire. Parfois, ce qu'on prévoit ne marche pas comme on voudrait. C'est toujours important d'avoir un sens autocritique très haut et aussi un très haut niveau d'exigence. Mais surtout, cette activité demande un aspect pragmatique qui nécessite une activité de recherche continue, justement par exemple la recherche des applications adaptées aux jeunes. Et pour cette raison, je suis toujours en contact avec l'IRCAM, le GEREM et l'Université d'Harvard aux États-Unis. Mais aussi, cet aspect pragmatique nécessite à un moment donné, quand même, c'est une nécessité personnelle de formaliser tout ça. Et c'est pour ça que je suis en train de finaliser mon mémoire à l'Haute École d'études en sciences sociales sur les théories pratiques du langage et des arts, et je suis suivie par M. Nicolas Dunant de l'IRCAM. En tant que pianiste, j'étudiais un répertoire vaste et important. Cela m'a permis de découvrir la rigueur de la musique écrite, de familiariser avec la notion de forme. En tant que compositrice, je me suis confrontée, à travers l'écriture, à reproduire des morceaux en style pour arriver à une production personnelle, expérimenter directement le processus de création et apprendre à gérer une complexité. Le développement des technologies informatiques, surtout au cours des 20 dernières années, a permis l'émergence d'une nouvelle pédagogie de création dans les domaines de l'enseignement de la musique. Les questions que je me pose: est-il possible de changer les paradigmes de l'apprentissage de la musique à travers la création et non pas par la reproduction d'œuvres du passé interprétées par l'instrument ou par la voix? Comment la création peut-elle entrer dans un parcours éducatif qui concerne des enfants qui ne connaissent pas du tout la notation? Pourquoi et comment le numérique serait-il efficace dans l'apprentissage? Je fais juste un pas en arrière. Ma pédagogie se base sur une définition des hypermédias définie par le département des hypermédias de Paris 8, fondé par Jean-Pierre Balpe, qui hier était présente parmi nous, et par des autres épistémologues et philosophes, Pierre Lévy, Jean-Louis Wasberg, Jean-Louis Boissier, dans les années 80. L'hypermédia est un système formalisé qui contrôle d'autres systèmes formalisés avec un système de feedback, un retour d'information. Dans le cadre de la création musicale, l'ordinateur contrôle des logiciels, le feedback et le retour en termes d'écoute et des possibilités de manipulation du son en temps réel. Un ordinateur est capable, grâce à son propre système opératoire,
de contrôler un nombre indéfini de logiciels à travers des interfaces graphiques et gestuelles, capteurs, caméras, micros, etc., qui permet un feedback suffisamment rapide à tel point qu'il n'y a pas de distance temporelle entre l'exécution d'une fonction et la perception de son résultat. Cette distance, dans la correspondance action-perception entre un usager et une interface de contrôle et de composition, est un élément clé de la conduite d'un processus de création. Et je voudrais juste lire un extrait d'un article de Claude Cadoz, Retour au réel, le sens du feedback, parce qu'il décrit ce phénomène et son impact dans les processus de création. Donc, j'ai lu. La création, plus précisément le processus de création, qu'il soit d'ailleurs musical ou autre, est bien l'un des premiers lieux du feedback. L'artiste dispose d'outils au sens large, les instruments, les papiers à musique ou d'autres outils conceptuels, les règles de composition par exemple, qu'il s'agisse des uns ou des autres, ils sont à un moment donné du processus, même si l'artiste les a choisis de son plein gré, des systèmes étranges extérieurs à l'homme lui-même. Ces systèmes ont alors des entrées, le geste de l'instrumentiste, l'écriture des notes sur la partition, et produisent des sorties, les sons des instruments, les structures mélodiques harmoniques et de la musique écrite, etc. Ces sorties sont bien alors des entrées pour l'artiste qui se reboucle sur ces outils. Elles fournissent les feedbacks au sens où l'artiste peut alors reprendre et modifier ses actions pour obtenir un autre résultat plus proche de son objectif. La notion de feedback est cruciale lorsqu'on parle de création numérique. Par feedback, on entend ce qu'en ergonomie on appelle en économie on appelle un temps utile, real time, qui a été traduit en temps réel. Le temps utile est la distance temporelle entre l'action d'exécution et son résultat, donc sa perception, qui permet de modifier ses résultats pendant son existence. Je lui permets encore de contextualiser cet aspect qui est, à mon avis, très important pour la suite. Donc, je donne encore un exemple. Un violoniste écoute les sons et corrige le résultat. Et tant qu'instrumentiste, il corrige la justesse ou la fausse note pour respecter la partition. Sur un autre axe qui concerne la création de la musique, mais sur papier, des compositeurs comme Luciano Berio, Pierre Boulez, Carles Stockhausen parlent à ce sujet de la notion d'accident. Et à ce sujet, je voudrais faire écouter un extrait de l'interview de Pierre Boulez. Et là, je pense qu'on ne fait pas assez appel, on ne tient pas assez compte de ce que j'appelle l'accident. L'accident, c'est vraiment la rencontre avec le réel qui crée tout d'un coup une déviation de la structure et qui peut créer une structure complètement nouvelle. Donc, les systèmes que j'appelle ou bien centristes ou bien théocratiques, c'est le mot qui convient vraiment, ce sont des systèmes dont je me méfie beaucoup. De même que je pense que les systèmes sont faits pour être non pas essentiellement détruits, toujours, quelquefois oui, mais les systèmes sont faits pour être manipulés, manœuvrés, gauchis, tordus, etc., de façon à leur faire rendre quelque chose. Et je préfère un système, disons, précaire, mais qui a un rendement fort, qu'un système qui est parfait et dont le rendement n'est pas assuré. Parce qu'il y a aussi la perception qui s'interpose. J'ai fait l'expérience spécialement de mémorisation de la musique, et la perception qu'on a d'une structure est parfois tout à fait différente de la conception de la structure. Et du reste, je trouve ça bien en général, parce que vous concevez quelque chose, mais finalement ça amène à un phénomène de perception que vous n'avez pas prévu et dont il faut tenir compte. Et c'est cette espèce de déplacement, de glissement du concept à la perception qui est pour moi le plus important. De la création numérique, à cause de cette propriété de l'environnement, de travail, le feedback est très rapide, la notion d'accident est toujours présente et instantanée, et donc immédiatement intégrée et interprétée comme une nouvelle direction. L'enfant
explore la tablette tactile qui finalement est un outil très sensible, léger, sans fil et très performant en termes justement de temps de réaction. Il voit les sons, il identifie à travers des marqueurs multiples, différenciés et en composance, il manipule et élabore les sons de la banque sonore ou des sons enregistrés lui-même à travers des interfaces de traitement du son. Et dans la création numérique, avec un seul curseur, l'enfant peut contrôler différents paramètres en même temps, et la manipulation se réalise en fonction des consignes données par les professeurs, mais le résultat de cette action peut produire justement un accident et étonner l'enfant compositeur qui très souvent décide d'explorer l'accident car il suscite nouveauté et intérêt et il ouvre un certain intrigue, on peut dire aussi, et cela conduit vers des directions inattendues. Et dans cette optique, la notion d'erreur, ici, prendre une autre signification, celle de découverte permanente. Ouverte en partie grâce à la nature du médium utilisé dans le processus créatif et pédagogique. Un autre aspect important du numérique repose sur la notion d'interactivité. Le numérique permet 3 différents niveaux d'interactivité dans les mêmes supports, l'interactivité adulte, enfant et modèles musicaux, l'interactivité entre modèles musicaux, interactivité entre systèmes musicaux et systèmes extra-musicaux. C'est pour ça, par exemple, que le projet que je vais vous montrer après, c'est une interaction de 4 disciplines, théâtre, danse, percussion et création numérique. Pour que l'interactivité existe, 3 conditions sont nécessaires. Une fonction de direction qui agit sous qui, l'enfant ou les groupes d'enfants agit sous les sons, mais le résultat provoque des réactions chez l'enfant, donc l'étonnement que j'expliquais. Une fonction d'identité, c'est l'action, elle définit qu'est-ce qu'on fait, et cette fonction concerne surtout la création d'algorithmes, par exemple, quel traitement utiliser. La troisième fonction, c'est une fonction d'intention, à quel point la personne peut agir, la limite jusqu'à laquelle on autorise l'enfant à gérer n'importe quel paramètre. Ça rentre, par exemple, dans la notion de modularité, par exemple, de l'interface qu'on va proposer à l'enfant. L'ordinateur ou la tablette tactile constitue donc un environnement de travail avec des caractéristiques précises qu'on pourrait définir par des termes d'affordance. Les affordances sont les propriétés de l'environnement, d'un objet ou de situation qui offrent à un organisme ayant certaines capacités des possibilités d'action. L'enfant apprend à s'engager dans l'action grâce au fait qu'il apprend à percevoir et à utiliser les possibilités d'action pertinentes qu'offre l'environnement, les affordances. Et que d'autre part, les processus de découverte des propriétés de l'action et la capacité de les utiliser de manière optimale passent par la diversité des expériences organisées de manière plus ou moins directe par les éléments de l'environnement. Cette médiation de l'environnement s'opère dans un espace d'action caractérisé par 2 dimensions principales, l'espace d'action libre et l'espace d'action encouragée. Je vais revenir plus tard sur cette notion d'espace d'action encouragée et rentrer maintenant dans l'aspect plus pragmatique de cette pédagogie et vous montrer une déclination je crée donc je joue les projets de sensibilisation aux arts numériques qui depuis quelques années une équipe de 4 professeurs mène au Conservatoire de Montbéliard. Les projets prévoient une sensibilisation au théâtre, à la percussion, à la danse et à la création numérique qui est le fil rouge qui lie les 4 disciplines. Les projets se déroulent en 28 séances de 2 heures. La classe est partagée en demi-groupes. Pendant qu'un demi-groupe travaille sur l'informatique et l'autre participe à l'atelier associé. Parfois, nous, on garde un demi-groupe et l'autre demi-groupe, c'est la maîtresse qui s'occupe pour continuer à faire un travail d'école. Par exemple, l'année passée, c'est de créer, de faire dessiner les enfants, faire donc des dessins ou, par exemple, approfondir à travers des textes les sujets qu'on propose. Et les 28 séances sont organisées de la façon suivante. 10 séances avec un professeur de théâtre, 3 séances avec un professeur de percussion, 4 séances avec un professeur de danse.
La question numérique, c'est-à-dire mon collègue Cyril Michaud et moi, nous sommes toujours présents dans les 28 séances. Donc le travail musical est toujours présent. Les contextes, c'est le conservatoire, donc la salle informatique du conservatoire équipée avec des iPads, une table de mixage, le haut-parleur, le vidéoprojecteur et des autres dispositifs qu'on a ajoutés cette année, par exemple la Leapmotion, la Wiimote, etc. Parfois, on fait quelques séances à l'école, par exemple, justement, il y a des moments importants d'enregistrement. Vous verrez, par exemple, les sons des sirènes dans l'histoire de Lys, qui a été le sujet de l'année passée. On l'a créé à partir du bruit des rideaux de la salle des enfants, où les enfants ont enregistré, et ensuite ont élaboré les outils des iPads. Une chose que je tiens beaucoup à préciser parce que on est parmi les intervenants, donc ce que je vais vous montrer, c'est un making-of. Donc vous verrez les séances de création sonore, mes explications, les séances des autres intervenants et des petits bouts, des petits moments de la restitution. Je tiens à préciser qu'il s'agit d'une restitution. Parce que souvent, il y a un aspect frustrant aussi pour nous intervenants, qu'on ne peut pas parler en termes de spectacle, parce que vous savez, avec l'éducation nationale, il faut toujours négocier les déplacements, les temps, etc. Donc, à la fin de l'année, on ne peut pas prévoir un spectacle où il y a vraiment un protocole, où vous me permettez aussi le terme, on ne peut pas dresser les enfants à répéter 1000 fois, par exemple, la danse pour avoir tous les mouvements synchronisés. Ce n'est pas le but. Le but est de sensibiliser, de faire entrer les enfants dans une démarche de création. Ça, c'est l'importance, de leur mettre envie, et moi je vais permettre de donner l'amour pour la création. Ça c'est l'aspect qui doit rester aux enfants, au-delà des moyens qu'on utilise. L'année passée, donc, le projet impliquait 25 enfants d'une classe CM1, CM2. L'objectif a été la mise en espace en théâtre, danse et musique d'une nouvelle version de l'Odyssée d'Homère qui s'inspire de la création d'un Laure Mosser qui s'appelle Ulysse. Laure Mosser est le professeur de théâtre au conservatoire. Au début de l'année, donc je parle de septembre dernier, pas de 2014, les enfants ont lu avec la maîtresse l'Odyssée dans une version pour jeunes. C'est la version de Ivan Pomo. Et ensuite, l'équipe des 4 intervenants a choisi, parce que je souligne aussi que c'est un travail d'équipe et j'adore le fait d'avoir cette chance de travailler avec une équipe. L'équipe a choisi parmi les nombreux personnages, voyages, mythes et légendes, les chapitres du Cyclope, de la magicienne Circé, les sirènes et le retour à Ithaca, donc la bataille, parce que bien évidemment la bataille pour les enfants c'est quelque chose d'important quand même. Je m'arrête de parler parce que les femmes italiennes sont un peu bavardes et je passe directement à vous montrer la vidéo. Ouais, mais c'est un peu hasard. Essayez par exemple une gamme. On les mettait un peu plus graves. On pourrait faire les craquements du radeau de Ulysse sous la tempête. Les voix vont disparaître. Nous faisons comme ça, musique. Et ça c'est un décrescendo. C'est alors qu'une île apparaît au loin. Nous décidons de débarquer pour chercher à manger. Mais immédiatement, de drôles de bruits éveillent notre méfiance.
On dirait que cette île est peuplée de monstres gigantesques. Et là, un énorme énergumène poilu, à l'œil unique et exorbité, nous capture et nous enferme dans sa grotte. Il nous trouvait appétissants. Et malheureusement, il a croqué quelques marins comme apéritif. Heureusement, j'ai réussi à faire du vin et à le saouler. Lorsqu'il dormait profondément, je lui ai crevé l'œil et nous avons pu nous enfuir, avec une fourrure de mouton sur le dos, pour qu'il ne nous reconnaisse pas au toucher. Attention, si on se trompe de geste, pareil, on est éliminé. J'aime le gâteau au chocolat. Je veux y croire encore plus. J'aime le gâteau au chocolat. Oui, oui, mais c'est trop court. Oh, j'ai mal dormi. Ça va. Affamés, sans rien à manger depuis plusieurs jours, nous avons débarqué sur l'île de Circé, la magicienne. Elle a commencé par transformer mes marins en cochons, mais heureusement, Hermès m'avait donné un remède. Et sa magie n'a pas fonctionné sur moi. Grâce à mon charme, j'ai pu la convaincre de me rendre mes marins. Et nous sommes repartis en mer. Mais la belle Circé m'avait prévenu. Le prochain danger serait plus terrible encore. Nous allions forcément croiser la route des sirènes. Voilà. Mais on peut les commencer 1000 fois. Les enfants, vous donnez aussi la place aux parents, hein? Encore plus lâché. Vraiment avec un petit arrêt entre les mouvements. C'est vraiment d'aller rechercher quelque chose avec le bras derrière, aussi le ramener. On va respirer. La respiration, c'est quelque chose de très important pour gérer son trac et pour se concentrer. On va mettre les mains sur le ventre et on essaye de faire en sorte de souffler tout ce qu'on peut, on souffle, jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'air du tout. Et quand on inspire, on repousse les mains parce qu'on essaye de respirer avec le ventre.
donc le corps, la voix, la concentration, l'écoute de l'autre, les expressions des sentiments par exemple, lire l'histoire et la traduire, la repenser à travers un langage inventé, le grommelot, et aussi à rentrer dans la typologie des personnages, donc tout ce qui est les sentiments, les émotions des personnages. Je ouvre juste en parenthèse, ça c'était un élément très important parce qu'au moment où on peut utiliser les grommelots, donc cette langue inventée, on garde la même prosodie, et donc cette notion de prosodie pour moi a été fondamentale, par exemple, pour expliquer aux enfants qu'est-ce que c'est une mélodie. Donc de récupérer des éléments qui appartiennent à des autres disciplines et pouvoir faire une translation afin de pouvoir les remployer, par exemple, dans un contexte strictement musical. Parce que, de toute façon, les enfants ne savent pas écrire des mélodies. Bah, oui, qu'est-ce que c'est une mélodie? C'est ce que je peux chanter, que je peux facilement mémoriser, mais comment elle est structurée? Je ne peux pas parler dans ce contexte des cadences, par exemple, mais la prosodie vécue à travers l'expérience dans le geste théâtral, ça permet aux enfants de mieux comprendre. Et donc, tout ce que vous avez entendu a été créé par les enfants. Ils ont élaboré la matière sonore à partir des enregistrements de leur voix. Donc, on a fait des séances, vous pouvez imaginer par exemple la séance des sons des cochons pour Circé, parce que on a enregistré les cochons une matinée, bah, c'était vraiment matinée. C'est les cochons. Oui, c'est les cochons. Donc, il y avait aussi cet aspect magie, donc on a élaboré des sons de magie à partir des enregistrements à percussion, et ensuite on les a étirés avec des outils, on les a transposés. Mais par exemple, les sons des cochons ont été d'abord enregistrés, ensuite édités par les enfants, et on les a chargés sur une application toute simple qui s'appelle DNA, des Finger Lab, comme banque sonore, et ils ont aussi créé des rythmes. Donc même la notion du rythme, ils ont pu approcher la notion du rythme. Ils ont expliqué à un enfant qui ne connaissent pas, pas du tout la notation musicale, expliquer qu'est-ce que c'est une pulsation, par exemple, et comment articuler un rythme à partir de cette notion de pulsation. Autre chose que nous avons enregistré, tout le texte du délai, que vous avez entendu un délai, par exemple, la voix des sirènes. Là, c'était une séance à filles, où on a enregistré le texte des sirènes, mais surtout suggéré par les enfants. Donc, c'est pas un texte qu'on a trouvé dans le livre, c'est... On imagine qu'est-ce que les sirènes on aurait pu dire à Ulysse pour l'inviter à s'approcher à eux. Et donc la phase, si vous voulez, après je peux aussi vous décrire dans les détails la phase de décomposition, parce qu'une fois qu'on a essayé d'élaborer la matière sonore et une matière sonore cohérente au sujet proposé, il faut la mettre en séquence. Donc là, c'est un autre travail qu'on fait avec les enfants, c'est-à-dire les moments où on structure tout ça. Là, c'est un moment assez difficile mais tout à fait faisable. Il y a cette facilité de communication entre quelque chose qu'ils ont expérimenté avant et qu'ensuite ils arrivent à la notion peu à peu à travers l'expérience. Et donc, par exemple, faire un montage audio avec n'importe quel outil, ça peut être Cubase, ça peut être Reaper, ça peut être GarageBand, mais la possibilité de parler avec les enfants, échanger avec les enfants, même négocier avec les enfants, la séquence des sons, parce que vous imaginez 25 enfants, ils sont capables de produire de gigas entiers de sons, et donc à un moment donné, il faut faire un choix. Mais déjà, l'acte de choisir, c'est un acte de composition fondamental.